Nouvelle leçon de terminale S sur les lois de Kepler, vitesse et période de révolution d'une planète ou d'un satellite. Nous avons montré que dans l'approximation des trajectoires circulaires, le mouvement d'un satellite ou d'une planète est uniforme. Et nous voulons maintenant établir l'expression de sa vitesse et de sa période, donc à la planète ou au satellite. Le vecteur vitesse, quelle que soit la trajectoire, est toujours tangent à la trajectoire, ce que l'on observe par exemple ici. Le vecteur accélération, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, est toujours dirigé vers le centre attracteur, par exemple ici le Soleil. On dit que le vecteur accélération est centripète. Question 22. Rappelez l'expression de la norme A du vecteur accélération dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Alors vous vous en souvenez peut-être, la norme du vecteur accélération, c'est v carré sur r, c'est-à-dire la norme du vecteur vitesse au carré divisé par le rayon du cercle, c'est-à-dire le rayon de la trajectoire. Question 23. Écrire l'expression générale de la loi de gravitation universelle de Newton vue en secondes. Alors, si en un point A, nous avons une masse ma et à une distance petit r, un point B où se trouve une masse mb, alors les masses exercent l'une sur l'autre des forces attractives. Nous avons représenté ces forces ici, par exemple la force FBA, c'est la force que B exerce sur A, elle est opposée à la force FAB. C'est pourquoi nous avons résumé ici la relation qui existe entre les forces. Ces forces ont la même norme. Je m'intéresse à la norme de ces forces. FAB égale FBA égale G, qui est la constante universelle de la gravitation, multipliée par la masse ma, multipliée par la masse mb, et divisée par la distance r au carré, r étant la distance entre les deux centres des deux masses. Question 24. Appliquer la deuxième loi de Newton et en déduire la vitesse de révolution de la planète. Alors, la deuxième loi de Newton, je vais l'appliquer à mon système qui est la planète dans le référentiel héliocentrique, puisque le référentiel héliocentrique, c'est le référentiel le mieux adapté pour étudier le mouvement d'une planète dans le système solaire. Donc, la planète, c'est le système, et j'écris la deuxième loi de Newton qui dit que la somme des forces extérieure au système, qui s'applique donc sur ce système, c'est égal à la masse du système multipliée par l'accélération du système. Alors maintenant que j'ai mon cours sous la main, je vais l'appliquer à la situation concrète de l'exercice, c'est-à-dire que ce que j'avais ici, c'est devenu ceci, donc ce qui joue le rôle de ma, c'est la masse du Soleil maintenant, mb, c'est la masse de la planète, et puis le r, il est devenu distance planète-Soleil. Alors, nous savons aussi que la force que le Soleil exerce sur la planète, j'applique, c'est ceci. Et puisque le vecteur accélération pointe vers le Soleil, il est centripète, nous le savons, et que la force également pointe vers le Soleil, nous savons que ces vecteurs sont collinéaires, et donc je n'ai pas besoin de considérer les grandeurs vectorielles, je considère juste les normes, et j'ai donc norme de la force que le Soleil exerce sur la planète, c'est la masse du système, c'est-à-dire la masse de la planète, fois la norme du vecteur accélération. Autrement dit, j'obtiens ceci égale ceci, car je reconnais ici v carré sur dps qui est la norme du vecteur accélération. Il ne me reste plus qu'à simplifier par la masse mp qui n'intervient pas et par dps, et j'obtiens donc v carré égale g multiplié par ms sur dps. Autrement dit, j'ai obtenu la vitesse de la planète qui est racine carrée de g ms sur dps. Si maintenant je veux appliquer ça à la vitesse d'un satellite par exemple autour de la Terre, eh bien je remplace ms par mt et je remplace distance planète-soleil par distance Terre-satellite.
intéressons-nous maintenant à la période du satellite. Alors la vitesse du satellite, c'est la distance parcourue divisée par la durée du parcours, sa vitesse étant constante. Or, je reconnais le périmètre du cercle, 2π fois la distance planète-soleil, c'est-à-dire 2π fois le rayon, et je divise par la durée pour faire un tour, c'est-à-dire la période. Maintenant, j'en déduis que la période, c'est 2π dps sur v, puisque v, je l'ai envoyé sur le membre de droite, il est passé au dénominateur, et inversement pour t, le membre de gauche, il est venu au numérateur. Et donc voilà, la période, c'est ça. Il ne me reste plus qu'à remplacer v par la valeur que j'ai déterminée précédemment. Et comme j'ai ici racine carrée de dps au dénominateur du dénominateur, il vient au numérateur de l'expression qui est là. Et enfin, je vais regrouper le dps qui est ici et le racine carrée de dps, et je vais obtenir donc racine carrée de dps cube sur gms, et donc j'obtiens donc la période t égale 2π racine carrée de dps cube sur gms. Question 25. Reconnaissez-vous ce résultat? Alors si vous ne le reconnaissez pas, je vais vous aider, je vais mettre les deux membres au carré. Alors voilà, t carré c'est 4π2 sur gms dps cube. Alors, l'avez-vous reconnu maintenant? Eh bien, évidemment, c'est la troisième loi de Kepler qui dit que t carré sur dps cube est une constante, et maintenant je connais cette constante. Les lois de Newton me permettent de trouver cette constante. 4π carré sur gms. Bien entendu, si l'astre attracteur n'est pas le Soleil, mais par exemple la Terre, cette constante que nous avions notée kter, eh bien, ce serait 4π carré sur gmt. Justement, intéressons-nous maintenant à la vitesse d'un satellite terrestre. Alors, on utilise les mêmes formules, sauf que la Terre joue le rôle du Soleil et le satellite celui de la Terre. Et donc, je reproduis les mêmes formules. La vitesse du satellite, c'est gmt sur distance Terre-satellite. C'est donc racine carrée de gmt sur rt plus z. Vous voyez que la distance Terre-satellite, c'est donc le centre de la Terre jusqu'au satellite. Eh bien, c'est le rayon de la Terre plus l'altitude du satellite. Donc, j'ai remplacé simplement distance Terre-satellite par ceci. Et maintenant, j'ai remplacé gmt par g0 rt carré. Question 26. Du point de vue force gravitationnelle, la Terre est équivalente à un point qui se trouverait en son centre et qui aurait comme masse la masse de la Terre, mt. Montrez que g0 rt carré est égal à gmt, où g0 est le champ gravitationnel à la surface de la Terre, c'est-à-dire le fameux g qui vaut 9,8 que vous connaissez bien, mais on le note G0 pour préciser que c'est au sol. Eh bien, on vient de dire que la Terre était équivalente à simplement une petite masse qui se trouverait en son centre ici. Donc, notre objet, par exemple, il est ici sur le sol, et il subit donc une force F qui s'appelle le poids. Donc, la force que la Terre exerce sur l'objet, c'est le poids de l'objet, c'est-à-dire la masse de l'objet fois G0. Mais c'est également cette force que la Terre exerce sur l'objet, G, fois la masse de l'objet fois la masse de la Terre, sur la distance RT carré, puisque la distance entre ce point qui est le centre de la Terre et le sol, c'est justement le rayon de la planète. Autrement dit, ces quantités sont égales, et je trouve que mg0 est donc égal à gmmt sur rt carré. Je simplifie par m, et donc je trouve ce qu'on me demande. Question 27. Reprendre la formule de la période de révolution d'une planète pour établir celle du satellite en fonction de z, g0 et rt. Alors, j'ai donc période du satellite égale 2π racine carrée de distance Terre-satellite au cube, alors avant on avait distance Soleil-planète au cube, divisé par gmt, avant on avait gms. Et ceci est égal à 2π racine carrée de rt plus z
au cube. J'ai remplacé la distance Terre-satellite par le rayon de la Terre plus l'altitude. Et je divise par GMT, évidemment. Et c'est égal à 2pi, racine carrée de RT plus Z au cube, divisé par l'expression que je viens de déterminer précédemment, GMT qui vaut G0 RT carré. Voilà la période du satellite. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous nous intéresserons aux satellites géostationnaires. En attendant, faites beaucoup d'exercices, travaillez bien votre physique. À bientôt.